La crise consiste dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Antonio Gramsci. J'ai attendu l'âge très canonique de 65 ans pour mettre une montre à mon poignet. On m'en avait offert une pour ma première communion, mais j'ai rapidement décidé que je ne voulais être dominé ni par le temps, ni par le Christ. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. J'ai balancé ma montre et le missel de ma grand-mère, aux grandes dames de mes parents et du curé du village qui m'aimait beaucoup, un peu trop. Et puis, on m'a offert une montre récemment pour mon dernier Noël, une montre connectée. Je la mets surtout la nuit pour dormir et je l'enlève le jour, sauf aujourd'hui pour cet édito. Je ne gagne pas en ponctualité, mais j'apprends ainsi, grâce à elle, à mieux dormir et surtout à mieux rêver. Ce qui, j'en conviens, ne fait pas de moi l'être le plus ponctuel du pays, ni le plus chrétien. Même si je trouvais le pape François très sympa. Il détestait Trump et encore plus Netanyahou, qui a d'ailleurs mis 4 jours pour présenter ses condoléances au Vatican. Le pape des pauvres avait parlé de génocide à Gaza dès la fin de l'année dernière. Il était à ce titre en avance sur 90% des journalistes et des hommes politiques français. C'est important le Vatican en matière diplomatique. Léon, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il n'a pas l'air marrant, mais il a beaucoup parlé de la paix dans le monde dans sa dernière homélie. Ce qui est bon signe. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti I popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. Il s'est opposé à la politique raciste de Trump, ce qui est également très encourageant. Même quelques semaines avant son élection comme chef de l'Église catholique, Léon XIV a continué de prendre position contre la politique d'expulsion massive menée par l'administration Trump. Encore un effort, pape Léon. Avec tout le respect que je vous dois, je vous promets que si vous parvenez à cesser le feu et la mort à Kiev et surtout à Gaza, je reprends mon missel et je me remets à prier. Bon, j'exagère un peu. Je dis surtout à Gaza car les Ukrainiens ont de quoi se défendre. Ils sont en guerre. Les Gazaouis, pas du tout. Ce n'est pas une guerre. Les Israéliens ont fermé les portes et ils tirent dans le tas. En face, ils n'ont même plus la force de lancer des cailloux. C'est un génocide avéré, quoi qu'en disent les suppôts d'Israël les plus faisandés. Et en France, on est gâtés. Les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Quand on invente un génocide imaginaire de Palestiniens, mais qu'on refuse de parler de terrorisme à propos d'un pogrom, eh bien, on est antisémite. On fait régner un antisémitisme d'atmosphère, on baigne dans le soupçon, on pue de la gueule. À ce niveau d'obscurantisme et de bêtise, on ne pourra plus jamais, nulle part, leur trouver la moindre excuse le jour du jugement dernier. Dans la Torah, il est écrit, Ésaïe 13,9, « Il arrive implacable, le jour du Seigneur, jour d'emportement et de violente colère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les criminels. » Niveau criminel, on est servi. Dieu a changé d'adresse, il est parti. Il est exténué par vos simulacres de foi. Il écoute d'une oreille distraite vos petites prières. Il vous a abandonné, vous, ses favoris, et vous allez être jugés. Pour en revenir au pape Léon, j'espère que lui aussi va très vite reconnaître le génocide en cours. Car à vrai dire, je ne sais plus très bien quelle est l'utilité de ce que je raconte. Les faits énoncés, le droit international, les mots, même les plus violents ou les plus émouvants, ressemblent à des allumettes mouillées. Ce qui dominait la partie d'échecs, c'était Netanyahou et Smotrich. Que nous, on pouvait protester tant qu'on voulait, crier l'ONU, la Cour internationale de justice, les mandats d'arrêt, mais tout ce qu'on peut faire
Les manifestations, la condamnation, tout ça, tout ce qu'on peut faire, c'est comme rien. Plus on apporte de preuves sur l'organisation méthodique de l'extermination des populations palestiniennes, plus les leaders politiques d'extrême droite qui encombrent le paysage et ceux qui les laissent faire regardent ailleurs et nous font des bras d'honneur. Amnesty International dénonce un génocide à Gaza. Dans un rapport de 300 pages publié le 5 décembre, l'Organisation de défense des droits humains conclut qu'Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Ils fournissent des armes et légitiment les tueries de masse, les famines, les populations assoiffées, contaminées, mourant sous nos yeux de malnutrition. Trump, Milei, Meloni, Orban, Xi Jinping, Poutine et Macron rendent ce génocide possible. Ok, Macron n'est pas d'extrême droite, mais il est d'extrême centre, ce qui en définitive est presque pire. Même si la situation est enfin en train de vaciller en France avec l'acceptation dans une partie des médias et de la sphère politique du mot génocide par de plus en plus de monde, Macron et sa clique restent très conciliants avec les génocidaires au pouvoir à Jérusalem. Netanyahou est un tueur sanguinaire qui n'a plus grand-chose d'humain. Lui et ses bouchers, Smotrich, Ben-Gvir, méritent la prison à vie. Si un jour le monde se réveille et retrouve ses esprits, c'est par là qu'il faudra commencer. Retrouver ces criminels et les faire comparaître devant un tribunal international. Retrouver leurs complices aussi, les faire expier. Un Nuremberg du pauvre. Pour l'instant, le monde est endormi, comme moi. Ma montre et mes nuits sans sommeil, donc. Mon plongeon quotidien dans les vagues de l'actualité me rendait insomniaque. Je passe beaucoup de temps à scroller, à lire la presse, à surveiller Trump et Musk, à suffoquer devant les ignominies de Retailleau et de ces fous furieux du printemps républicain et de tous ces usurpateurs sponsorisés par l'extrême droite israélienne. J'ai heureusement lâché ces news. Mais enfin, ça va pas! Ça aurait pu me tuer ou me gaslighter. Le gaslighting est une forme aboutie de manipulation, dont le but est de pousser l'individu connecté à douter de sa mémoire, de sa perception de la réalité ou même de son état mental. C'est une stratégie de prise de pouvoir et d'emprise sur l'autre. Pendant une période assez longue, je me réveillais le matin avec le cerveau aussi vide que celui de Jordan Bardella répondant à une question sur l'Europe ou sur Donald Trump. Si on ne fait pas la simplification normative... Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Mais bien sûr, vous avez raison, mais enfin, vous lui dites quoi? Impossible d'avoir une pensée originale. Et surtout, impossible de me souvenir de mes rêves. C'est normal, je ne rêvais plus. Grâce à ma montre et à sa fonction sommeil, j'ai mieux compris pourquoi. Je dormais mal. Le sommeil se caractérise par des ondes cérébrales aux fréquences variées qui ont des effets réparateurs sur le corps et sur l'esprit. Le bruit du monde et la montée du technofascisme auraient pu m'achever si je ne m'étais pas renseigné sur l'importance du sommeil et de ses phases. Et si je n'avais pas augmenté mes doses de mélatonine. Sommeil profond, lent et surtout paradoxal. Celui des rêves. C'est important de rêver et de se souvenir de ses rêves. C'est aussi nécessaire d'en sortir en douceur, surtout quand les rêves se transforment en cauchemars. Parfois, je suis obligé de regarder ma montre pour être sûr que je suis bien éveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Les rêves sont souvent des pièges infernaux où vous vous demandez si ce que vous voyez est vrai. Il vous faut quelques heures de sommeil lent pour atterrir. Vous croyez que ça dure des heures, mais en consultant votre montre, vous vous rendez compte que ça a duré qu'1 ou 2 minutes.
Je ne suis pas en train de me noyer, personne ne m'a tué, je n'ai tué personne. Nous ne sommes pas dirigés par une IA. Elon Musk n'existe pas. Donald Trump est en prison. Netanyahou a été lapidé sur une plage de Gaza. Bruno Retailleau est en hôpital psychiatrique. Le fils de Nicolas Sarkozy occupe le petit écran à la place de son père qui a touché des valises de billets de Kadhafi et l'a buté ensuite dans un tuyau en plein désert libyen. Léa Salamé est une androïde programmée pour nous gazlighter. Des nazis défilent à Paris et en Italie. Des nazis font le blocus de Gaza et balancent des bombes sur des enfants et des mosquées. Des leaders politiques font des saluts nazis tous les jours à la télé. Des commentateurs, la bave aux lèvres, hurlent sur un vieux leader de gauche en le traitant d'antisémite. Une meute est à ses trousses. J'essaie de voir sa tête. Aucun doute, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi disent-ils qu'il est antisémite? Mais pourquoi ont-ils cette bave aux lèvres? Et pourquoi sont-ils beaucoup plus hargneux avec lui qu'ils l'ont été avec le garde des Sceaux Darmanin, qui a quand même agressé sexuellement 2 femmes, au moins? Oui, je le dis, Gérald Darmanin est un violeur. Il faut que je me réveille. Je quitte précipitamment mon lit et je cours dans la rue pour échapper. Pour échapper à qui? À des policiers en uniforme. Arrête-toi! Il me coince contre un mur. Il y en a un qui tape dans sa main avec une matraque et avec un salaire. L'autre lui dit « Attends, frappe pas tout de suite, c'est quand même pas un arabe. C'est vous le patron de Blast? C'est vous qui écrivez tant de conneries dans vos éditos de gauchias de merde? Hein, tu fais dans ton froc, là? Comment ça, on n'a pas le droit? Eh les gars, il dit qu'on n'a pas le droit. Vas-y Gérald, vise les genoux. Ping! Hein, que ça fait mal? Bah vas-y, plains-toi. Qu'est-ce qu'il va dire, le biquet? Gérald, il te traite de violeur. Je le bute? Non, je le laisse crever là. T'es sûr qu'il n'est pas mort? Il a quand même l'air bien sonné. On s'en branle de ce qu'il dira. On a Retailleau avec nous. Il adore les nazis, il déteste les bougnoules et les gauchistes. La vie est belle, putain. Saleté d'islamo-gauchiste. Tiens, prends ça dans ta gueule. Quand je me suis réveillé, j'avais mal aux genoux et le crâne endolori. Mais j'étais vivant. Enfin, je crois. Le monde était donc dirigé par une IA appelée Grok. Musk s'en était servi pour traquer les fumistes, les gauchistes, les chercheurs et les fonctionnaires. Trump ne prenait plus aucune décision avant de la consulter. « Hé Grok, comment je peux démerder cette affaire ukrainienne? C'est simple, tu deals tes bombes contre leurs minerais. » Ah ouais, pas con. Mais Poutine, je fais comment? Laisse-moi réfléchir. File-lui la Crimée et impose une zone démilitarisée. Sers-toi des Européens. Ah ouais, pas con. Et l'OTAN? L'OTAN, sans nous, c'est peanuts. L'IA avait gagné la partie. Elle gérait les affaires de la planète. Quand Trump, dans de rares moments de lucidité, évoquait les juges ou le droit international qui pourrait empêcher certaines annexions, l'IA lui rappelait la phrase de Napoléon Bonaparte. « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. » C'était devenu son mantra. Il l'avait emprunté à Sarkozy et à son fils et l'avait refilé à Marine Le Pen. Elon Musk et son département de l'efficacité gouvernementale luttaient contre le gaspillage et la bureaucratie. Il avait réussi à tester l'état de l'opinion avec des mots-clés. Il pouvait ainsi prédire les votes. Le système avait gagné du terrain et contaminé l'Europe. Il paraissait sans limite et indolore. Pourtant, il devenait hyper dangereux. On allait tous finir gazlightés. Les procès contre les journaux avaient été multipliés par 10. Plus aucune résistance n'était véritablement efficace. CBS, Paramount et Shari Redstone, à qui Trump avait réclamé 20 milliards de dédommagements pour avoir vaguement falsifié une interview de Kamala Harris, avaient été les premiers à céder. Ensuite, ça avait été l'hécatombe. Grok chassait les mots-clés et les journalistes. Il en restait quelques-uns qui étaient entrés en clandestinité. Il fallait être allusif. Au début, en France, personne n'y avait cru, car ce qui triomphait n'était pas à proprement parler le fascisme, mais la trouille et le mimétisme. Chacun avait fini par céder en imitant son voisin.
Les machines offraient une perspective peu coûteuse et Grok avait fini par gagner la confiance des médias et des électeurs. Elon Musk va droit vers cette IA Grok 3 qui nous promet également un mode sans tabou, un mode dérangé. Le logiciel Grok accusé de déshabiller des femmes contre leur gré sur le réseau social X. À quoi bon résister? Autant vivre tranquille et aveugle. Ne demandez pas si on peut faire confiance à la machine. Demandez plutôt qui la contrôle. Pouvait-on lire à la une de Blast, un des derniers îlots de résistance? Lors d'une allocution, le candidat de droite dure, associé à un technofasciste, avait emporté la décision grâce à une idée de Charles de Gaulle, qu'il balançait à tout va. Après tout, de Gaulle avait fait un coup d'État en 1958. Souvenez-vous de ceci. Il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, après que les intérêts de ces deux-là sont sauvegardés, il y a le droit. Autant dire qu'on pouvait se torcher avec le code pénal. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Aux 20h de France Télévisions, le présentateur expliquait tous les soirs que l'État-providence était mort. L'éditorialiste, adoubé par le Rassemblement national et Zemmour, répétait en boucle que l'État avait abandonné les Français depuis très longtemps, ce qui, malheureusement, n'était pas entièrement faux. La plupart des hommes politiques de l'ancien monde, grâce à vos voix, n'ont fait que l'instrumentaliser à leur fin, suçant tous les jours un peu plus votre moelle et vos économies, sans jamais régler aucun problème des gens. Votez contre l'État vampire, avait même soufflé Grok. Le slogan parlait aux gens. La police était partout pour lutter contre la barbarie. Les technofascistes avaient gagné la partie sur cette idée soufflée par Grok qui avait fait mouche. L'État n'est plus éthique. Le privé l'est devenu. L'État est faible avec les voyous, fort avec les contribuables. La loi n'est dure qu'avec ceux qui la respectent. Changeons les lois, brisons les juges, les gauchistes, les voyous. La protection de l'identité nationale était ainsi devenue, au prix d'un glissement progressif vers le néant, aussi rapide que flippant, le devoir fondamental de cet État nouveau. Philippe de Villiers et Vincent Bolloré allaient vivre leur apogée orgasmique juste avant de passer l'arme à droite. Oui! Oui! Oh mon Dieu! C'était beau comme un discours de Drieux. C'est ici qu'il faut parler brutalement. Ce parti ne peut être que national et socialiste. Réveillons-nous. Vite. Vite des lunettes pour voir loin et un gilet pare-balles. Mets ton casque. Ça va être la guerre entre eux et nous. Nous saurons nous reconnaître en temps et en heure. Je me suis réveillé avec Retailleau dans les oreilles. J'ai allumé la télévision, c'était complètement déprimant, car ça ressemblait à mon rêve. Mes rêves sont violents, mais moins que la réalité, ou qu'un lapsus de Retailleau. Tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué, soient voilées. J'ai cherché partout des bonnes nouvelles, et j'en ai trouvé quelques-unes. En Australie, juste après le Canada, le Premier ministre, Anthony Albanese, un travailliste, a été réélu grâce aux craintes de l'électorat vis-à-vis de Trump, dont les excès commençaient à inquiéter la ménagère de plus de 60 ans. Les actions Tesla continuent à sombrer. Les bourses et Larry Fink, le gourou de BlackRock, commencent à trouver Elon Musk incommodant. Le capitalisme a besoin d'un minimum de règles, aurait minaudé Larry. Malgré la pression des ennemis de l'état de droit, les juges ne sont pas encore enterrés. Après Nico Sarkozy et Marine Le Pen, Ciotti et Dati sont visés par des enquêtes financières. C'est une bonne nouvelle, ça. Ils n'ont pas encore réussi à éliminer Anticor. Autre bonne nouvelle. Colère et même Macron, pour son passif avec Rothschild, sont dans le collimateur de l'association anticorruption. Dans Courrier international, un journaliste du Boston Globe raconte sa découverte de rhinocéros. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Pas la remarquable émission d'Usul et Lumi sur Blast, mais le livre d'Ionesco.
Il parle du fascisme, ce livre, lui avait expliqué son père, de la lâcheté et de l'opportunisme dont ont fait preuve des gens apparemment aussi raisonnables et intelligents que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils se sont ralliés aux nazis et ont fermé les yeux. Dans le livre d'Ionesco, les rhinocéros sont les gens d'un village qui deviennent tous nazis, sauf un qui passe pour un idiot, mais qui tient bon. Papa savait de quoi il parlait. Enfant, en Allemagne nazie, il avait été le témoin du comportement dont la pièce est une satire. Bien sûr que les rhinocéros sont les nazis, mais ils sont aussi les communistes, les stalinistes, les totalitaristes en général. Ce que je déplore et condamne par-dessus tout à leur sujet, c'est leur conformisme. La bonne nouvelle ici, ce sont les écrivains, la puissance de la littérature, la puissance d'Ionesco. Je sais ce que c'est que la rhinocérie, puisque dans ma jeunesse, j'ai vécu un phénomène très grave que vous ne connaissez pas, c'est celui de la nazification. Il a assisté à la nazification de l'Europe. Si un de vos copains vire facho, offrez-lui rhinocéros. Cette leçon est simple et elle est rapportée par Christopher Hoffman, le journaliste du Boston Globe. Je n'ai jamais oublié les leçons que m'a enseigné Rhinocéros. Ne jamais suivre aveuglément qui que ce soit ou quoi que ce soit, surtout la foule. Toujours se montrer sceptique, toujours poser des questions, toujours penser par soi-même. C'est ce qu'on fait à Blast, tous les jours. On a résisté sur Gaza, on a résisté sur les violences policières, sur la corruption généralisée dans les médias ou au Sénat ou à l'Élysée, sur l'extrême droite qui veut se ripolliner. On a résisté sur le Qatar qui achète tout ce qui brille. Ne croyez pas que j'exagère. Jamais la France, en raison de l'aveuglement consenti des journalistes et de la couardise du personnel politique, n'a été si prête et si près de basculer vers le technofascisme, ou vers le fascisme tout court d'ailleurs. On a lancé une campagne pour que vous deveniez sociétaire de Blast. Devenir sociétaire de Blast, c'est s'engager. Pour combattre le racisme et l'extrême droite en nous donnant les moyens d'enquêter et d'aller sur le terrain. Vous trouverez tous les renseignements dans le descriptif ou sur notre site. Jusqu'à présent, on était coincé par notre banque qui mettait des freins en permanence. On a changé de banque et ça va beaucoup mieux. Vous prenez 10 € de part sociale, soit 2 parts sociales, et vous pouvez élire les différents collèges du conseil d'administration qui votent ensuite pour la présidence de Blast. Vous pouvez ainsi voter pour moi. Je déconne à peine. Vous pouvez aussi voter pour un autre ou vous présenter à la présidence de Blast. Il faudra bien un jour que je lâche la rampe. Mais j'ai encore un peu de boulot et de rhinocéros à combattre. Tout le monde peut devenir sociétaire de Blast. Nous sommes une coopérative. On ne se verse aucun dividende. Vous êtes déjà plus de 3000 à nous avoir rejoints. Et tous les jours, votre nombre augmente. Rejoignez la coopérative Blast. Participez à la révolution médiatique en devenant sociétaire de Blast. Pour ceux qui paient des impôts, c'est aussi un placement. Vous prenez 20 parts sociales, par exemple, à 5 €, soit 100 €, et vous en récupérez 50 en crédit d'impôt. L'argent est placé pendant 5 ans et vous pouvez le récupérer. Nous, ça nous permet d'embaucher des journalistes, d'enquêter sur l'extrême droite, d'acheter un nouveau studio, de payer nos loyers, nos salaires. Nous sommes 40 aujourd'hui à bosser à Blast. Je résume, vous prenez une part et vous participez au développement d'un véritable service public de l'information. Puisque, comme vous le constatez tous les jours, le service public officiel bat de l'aile et se met au service du gouvernement, des élites et, in fine, des milliardaires qui fabriquent des produits prêts à l'emploi en nous faisant croire qu'ils ont le niveau. Louis Sarkozy. À moi-même. Ben oui. D'où sort ce Louis Sarkozy? La télévision publique est un cauchemar permanent, non? Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur? Parce Non. qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Je ne parle pas du reste. Parfois,
La vie éveillée ressemble à un naufrage et on a envie de s'endormir longtemps pour vérifier si nos rêves sont moins pires que la réalité. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé de sa capacité d'agir et de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci Hannah Arendt. Allez, salut et soutenez Blast. Merci.